Ah, les femmes, peut-on véritablement les cerner? Elles sont si complexes, à la fois proches et lointaines, gouvernables et ingouvernables, attrayantes et révoltantes. Elles se situent au carrefour des contraires. Et si vous souhaitez aller à la découverte ou à la redécouverte de la personnalité de la femme, je vous suggère d'ouvrir le recueil de nouvelles Ah, les femmes, signé Isaïe Biton Coulibaly, le maître de la littérature populaire. Dans son œuvre, l'auteur nous en apprend beaucoup sur cette réalité quotidienne, cette école de la femme, mais autant qu'il nous en apprend beaucoup également sur l'homme dans Ah, les hommes, sorti 4 ans après Ah, les femmes. Mesdames, allez ouvrir ce recueil et vous comprendrez un peu plus les hommes sous leurs différentes facettes, et nous en parlerons une autre fois. Ce soir, nous sommes ici pour rendre hommage à l'un des plus grands. D'aucuns disent même qu'il est l'écrivain le plus lu de Côte d'Ivoire. Auteur de plusieurs œuvres à succès, Isaïe Biton a définitivement laissé tomber le stylo depuis mardi nuit. Il n'écrira plus. Foi Ernest de Saint-Sauveur et Anzata Ouattara sont avec nous ce soir pour tenter de rendre hommage à l'écrivain talentueux qu'il fut, mais aussi à l'homme qu'il a été. Honneur aux dames. Bonsoir Azanta. Bonsoir Hamza. Bienvenue sur notre plateau. C'est moi. Merci en tout cas. Et puis, vous aussi, merci d'être venu, Foi Ernest de Saint-Sauveur. Merci pour votre invitation. Je m'étais toujours promis de vous poser cette question. Foi Ernest de Saint-Sauveur. Ernest de Saint-Sauveur, c'est un nom bien particulier. Il faut dire que c'est votre nom à l'état civil. Oui, tout à fait. Mais il est un peu religieux, je crois. D'où il vient, Ernest de Saint-Sauveur? C'est une inspiration de mon père, qui était un croyant, fervent chrétien, et c'est un nom de baptême à la naissance. Sinon, mon nom à l'état civil, c'est Foi Bitra Ernest de Saint-Sauveur. Ça fait beaucoup. Voilà. Rassurez-vous, Anzata, je ne vous demanderai pas d'où vient votre nom. On va suivre directement cet élément vidéo qui dure 2 petites minutes et on revient pour échanger. Qui est Isaïe Biton Coulibaly ou qui était Isaïe Biton? C'est toujours difficile de conjuguer ce verbe être à l'imparfait. C'est un sujet de Guedro Achille et Fatim Djedje. Isaïe Biton Coulibaly a définitivement rangé la plume. Après avoir fait voyager les lecteurs ivoiriens et africains à travers ses lignes, l'écrivain s'est couché pour toujours. Il a quitté le monde des vivants à l'âge de 72 ans dans la nuit du 9 novembre au 10 novembre 2021. Ce père de 3 enfants laisse un riche héritage littéraire à la Côte d'Ivoire. Né le 7 juin 1949 à Abidjan, dans la commune de Treichville, il s'est illustré dans divers genres littéraires. On peut citer entre autres la littérature enfantine, la nouvelle, le roman et la chronique. Ces œuvres ont bercé plusieurs générations de lecteurs et elles ont même suscité des vocations littéraires. Alors qu'il a à peine 15 ans, il s'inscrit à la bibliothèque Kennedy de Treichville où il lit quasiment tous les ouvrages. Cette envie insatiable de lecture va plus tard l'orienter à la faculté des lettres modernes de l'université d'Abidjan, là où il s'intéresse à la critique littéraire, mais apprend surtout à écrire. La carrière d'écrivain d'Isaïe Biton Coulibaly commence dans les années 70 quand il publie l'œuvre La légende de Sadio. En 1982, il prend son premier grand rendez-vous avec les lecteurs en publiant Le domestique du président. Mais son succès part de la sortie en 1987 de son recueil de nouvelles intitulé Ah, les femmes. C'est un roman écrit pour sécher les larmes des femmes africaines, les femmes ivoiriennes. Elles souffrent tellement dans les foyers, elles ont beaucoup de difficultés. Et ici, le personnage principal qui est Marie-Léontine Djikalou caractérise les souffrances de ces femmes. Ces femmes qui sont dans des foyers à cause des maris qui ne comprennent pas du tout l'art d'aimer et qui sont obligés de vivre les 3 destinations amoureuses des femmes. Cette œuvre fut un véritable succès, puis fait paraître 4 ans plus tard Ah, les hommes. Il publie plus de 90 nouvelles, des œuvres courtes dont l'écriture se caractérise par sa clarté et sa simplicité. Pour le nouvelliste ivoirien, la littérature doit être avant tout une littérature populaire. Il obtient en 2005 le Grand Prix ivoirien des lettres pour l'ouvrage Puissance des lettres. En 2008, il remporte le prix Yambo Wolegem pour son œuvre Et pourtant, elle pleurait. L'auteur remporte également le prix Nyonda qui honore le père du théâtre gabonais, Vincent de Paul Nyonda, en 2002. Merci à vous, Fatim Djedje et Achille Guedro. Alors, première question, Monsieur Foi. Qui était Isaïe Biton? Vous pouvez dire qui est, parce que je crois que son nom
est entré dans l'éternité. Et sa plume, son histoire aussi, sa présence, son identité, ce qu'il a fait est resté dans les annales de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et on peut le dire du monde, parce que l'Afrique participe du monde. Isaïe Bitton Coulibaly, c'est un écrivain ivoirien, un passionné de l'écriture, mais surtout un passionné de l'homme, de la femme, qui a passé la majeure partie de sa vie, de son temps, à essayer de trouver une posture qui irait à la femme africaine, qui lui donnerait toute sa place, toute sa dimension, le bonheur auquel il croit qu'elle a droit, et cela rejaillit à travers toute sa création. Faire en sorte que la femme soit heureuse, qu'elle soit comprise de l'homme, son homme. Il défendait beaucoup les femmes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Contre les hommes. Donc, contre lui-même. Parfois, on peut penser comme ça. Parfois. Alors, Anzata, qu'est-ce que vous diriez si on vous demandait qui est Isaïe Bitton? Alors, je dirais qu'Isaïe Bitton Coulibaly est le père de la littérature ivoirienne à l'eau de rose. La littérature à l'eau de rose. Parce qu'il faut dire qu'il a réussi à révolutionner la littérature en Côte d'Ivoire. Je peux même dire qu'il a brisé les codes. Et moi, j'ai beaucoup appris d'Isaïe Bitton Coulibaly. Je veux dire, à la limite, il a ouvert le chemin et nous, on l'a suivi. Parce que ce genre de littérature n'existait pas vraiment. Isaïe Bitton est celui-là même qui s'est lancé dans cette forme d'écriture, là où on se disait qu'il y avait des règles. Et lui, il se lâchait. Il disait les choses de façon crue. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus inspiré dans ma manière d'écrire. Donc, je peux dire qu'il a vraiment impacté mon parcours. Et vous le connaissiez personnellement? Oui, je le connais personnellement. Déjà, de loin, lorsqu'on était plus jeune et qu'on lisait ses romans à l'école. Et ensuite, quand il a sorti Art les femmes. En 1987. Oui, déjà, on lisait Bitton. Et lorsque j'ai commencé à travailler à Go Magazine, en tant qu'animatrice de la rubrique Les coups de la vie, je peux dire que c'est là que j'ai vraiment connu l'homme parce que c'était un ami à mon patron. Et là où je profite de l'occasion pour lui dire merci, même s'il n'est pas là, c'est que à chaque fois que j'écrivais une rubrique, c'est celui-là même qui faisait des commentaires. Et j'avoue que ces commentaires m'ont aidé à aller de l'avant. Parce que beaucoup pensaient que, bon, c'était pas de la littérature ce que je faisais, mais lui, contrairement aux autres, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle, chaque mercredi, Bitton faisait des commentaires qui m'encourageaient à aller de l'avant. Et voilà, donc pour ça, je profite de l'occasion pour lui dire merci, même s'il n'est pas là. D'accord. Mais il nous a vraiment boosté, nous autres. Vous autres, Ernest de Saint-Sauveur fréquentait régulièrement Isaïe Bitton? Régulièrement, non, mais j'ai eu l'avantage de connaître l'homme, de le côtoyer. D'abord dans mes fonctions de président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Tout à fait, parce que vous l'aviez été pendant 6 ans à peu près, jusqu'en 2000... 7 ans. 7 ans, jusqu'en 2011. Et 2004 à 2011. 7 ans. Voilà. Et dans cette occurrence-là, j'ai eu l'avantage de le fréquenter à domicile, d'aller lui rendre visite, comme je le faisais avec tous les écrivains qui étaient dans l'écurie. J'ai pu voir un homme qui aimait l'homme, qui aimait recevoir, qui aimait être entouré. Nous n'avions pas des rapports très étroits, disons, mais chaque fois que je venais le visiter à Angré, dans les parages de la pharmacie Les Arcades, j'étais bien reçu. Mais il m'a souvent donné le sentiment
d'un loup solitaire. Par rapport, bien sûr, aux activités que nous menions à l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, l'AECI, c'est quelqu'un qui a très peu participé à la vie associative de l'association. On l'a rarement vu, enfin moi je veux dire, je l'ai rarement vu aux activités que l'association menait. Pas parce que ça ne l'intéressait pas, mais je crois qu'il avait une dimension de singularité qui faisait qu'il préférait. Est-ce que cela ne s'expliquait pas plutôt par le fait que vous le critiquiez très souvent? Beaucoup d'entre vous, en tout cas, critiquaient son style d'écriture. Lui pratiquait la littérature qu'il disait populaire, alors que vous disiez, enfin, beaucoup d'entre vous qui se disaient puristes pensaient qu'il ne respectait pas certaines règles d'écriture. Ce n'est pas l'association qui le critiquait. C'est des individus. Oui, des individus. Il faut que je précise, hein, il n'a pas cette singularité de ne pas s'associer aux activités de l'association. Il y a également l'un de nos confrères qui m'a donné à avoir cette attitude-là également. Ses camarades d'Angala. Ce sont deux loups solitaires, ces spécimens, qui aiment bien agir seuls. Peut-être qu'ils ne retrouvent pas leur repère dans l'association. Mais c'est quelqu'un qui était attentif à ce qui se faisait, à ce qui se disait. Et puis, vous le dites, son œuvre a porté à polémique, à des critiques, souvent de la part de l'intelligentsia. On va dire qu'il n'a pas toujours eu les faveurs de la critique intellectuelle qui voyait dans ses œuvres un populisme ou une littérature de sous-classe, mais lui savait ce qu'il voulait. Et je crois qu'aujourd'hui, qu'il n'est plus, Onzata l'a dit tantôt, on peut mesurer la dimension de ce qu'il a apporté en matière d'engouement pour la littérature. C'est vrai, il s'est toujours réclamé de Pouchkine, un écrivain russe dont la particularité était la simplicité. Et cette simplicité lui allait bien parce qu'elle convenait au public auquel il s'adressait. Un public majoritairement féminin, disons-le, mais avec des thématiques qui étaient proches de la société dans lesquelles les gens se retrouvaient. Ne dit-on pas d'ailleurs que tout ce qui est simple est mieux? Tout à fait, tout à fait. Il était l'un des plus appréciés, hein, l'un des plus lus, on dit. Oui. Malgré sa singularité dont vous parlez, malgré le fait... Il n'y a pas de polémique là-dessus. C'était l'écrivain le plus lu dans notre sphère. Alors, est-ce que ce n'est pas normal qu'il adopte son écriture tant que ça fait plaisir à la majorité des lecteurs? C'est pour ça qu'il n'a jamais dévié de cap. Il est resté constant. Et un mot qui peut le caractériser, c'est la constance. Constance dans le travail, un grand travailleur, parce que pour écrire tout ce qu'il a écrit, il a écrit, je crois, une quarantaine d'ouvrages. Une trentaine. Tout genre confondu. Oui. Pour faire ça, il faut avoir une constance dans le travail. Mais c'est aussi quelqu'un qui était constant dans sa thématique, dans ses thématiques qui étaient toujours les mêmes. On a parlé du sexe, mais ce n'est pas le sexe en tant que tel. C'est la femme, oui, le genre féminin. Voilà, le genre féminin et les problématiques liées à la femme. Au fait qu'elle subit le primat. J'ai failli dire elle subissait, mais c'est toujours le cas de toutes les façons. Elle subit le primat de... Ça change de plus en plus, on espère en tout cas. Tant mieux pour les femmes. Et donc elle subit le primat de l'homme. Et ce sont des choses qui devaient heurter... Et vous en parliez, il est auteur de dizaines et de dizaines d'œuvres de tout genre, hein, des chroniques, de la littérature enfantine, nouvelles, oui. Des nouvelles, surtout. Romans. Oui, des romans aussi. Oui, il a touché à pratiquement tous les genres. Et je pense que ces trentaines d'œuvres qu'il a écrites toutes ces œuvres ont connu énormément de succès
Alors nous, à l'école déjà, on a bien aimé Sadio, la légende de Sadio, où il parlait des liens très forts qu'une jeune fille entretenait avec son hippopotame. Et lorsque celui-ci est mort, elle a fait une petite dépression. Et à la fin, je crois qu'elle est morte aussi. Ça nous a vraiment touchés quand on était tout petit. Et je pense qu'on a toujours marché sur les traces d'Isaïe Biton Coulibaly. Il a vraiment bercé notre enfance. Tout à fait. Elle le dit, hein, la légende de Sadio enseignée dans nos établissements à l'école, on l'a tous lu, qui ne s'en souvient pas. Alors que vous dites que certains codes étaient outrepassés par Isaïe Biton. Oui, c'est Anzata qui a parlé qu'il a cassé les codes. Oui, mais on disait tout à l'heure qu'il y a certains individus dits puristes qui critiquaient un peu. Mais ce n'est pas par rapport à lui, hein. C'est un phénomène qui a... Mais je veux dire, si l'œuvre, vous pensez qu'il y a certaines règles qui ne sont pas respectées, pourquoi l'école nous enseigne à nous, depuis tout petit, la légende de Sadio, vous vous en souvenez? Moi, je ne l'ai pas étudié. C'est clair, vous ne pouvez pas l'avoir étudié. Oui, vous pouvez nous, pas l'avoir étudié. Nous, on l'a étudié en 6e, en classe de 6e. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que Isaïe Biton Coulibaly, c'est un écrivain populaire dont le lectorat se situe plutôt dans la société moyenne, la basse classe. Mais il y a d'autres écrivains qui, par contre, écrivent ou ambitionnent d'écrire pour une certaine élite ou se destinent à appartenir à une certaine élite. Et ça a toujours existé. D'ailleurs, à un moment donné, en Côte d'Ivoire, il y a eu les guerres de style où on était pour le populisme, où on était pour... l'intellectualité. On a vu ça dans le théâtre. Le théâtre de Daniel était opposé au théâtre de Wara Liking et de Marie-Josée Ourantier, par exemple. Et au théâtre de Zadi Zaourou, le Didiga. Ce sont des choses qui sont constantes. Ce n'est pas par rapport à Biton. D'autres auteurs, d'autres écrivains ont connu le même phénomène. Donc à chacun son style, tant que ça lui sied, tant que ça lui convient. Anzata Ouattara aussi a subi quelques critiques, hein, on s'en souvient. Je continue d'en subir. On dit que votre écriture ne respecte pas de règles et pourtant, ça se vend bien, vos œuvres. Oui, mais en même temps, je veux dire, l'écriture, c'est un moyen d'expression. Et chaque écrivain a son style. Sans cela... que je suis vraiment à l'aise parce qu'il y a un public qui aime ce que je fais et donc je travaille à faire plaisir à ce public-là. Et tant qu'on écrit en français, qui est notre langue de base, et qu'on respecte les règles de grammaire et de vocabulaire, je pense que voilà, on doit s'en tenir à ça. Et le reste, c'est d'être cohérent et de pouvoir quand même transmettre certaines choses parce que quand on nous lit, on apprend. Au-delà de tout ce qu'on dit, on apprend. Puis, est-ce que ce n'est pas parce qu'à la base, vous avez une formation de délégué médical plutôt? Oui, c'est vrai. Moi, j'ai une formation de délégué médical. Ce n'était pas le cas de Biton, mais par contre, il était aussi contesté. C'est vrai, j'ai une formation de délégué médical, mais lorsque j'ai commencé à écrire à Go Magazine en 2004 et que j'ai vu le succès, j'ai vu que les projecteurs étaient braqués sur moi, cela ne m'a pas gênée. Je suis repartie à l'école parce que j'avais envie. Oui, je suis allée me former. Et là, j'ai pu avoir ma licence et mon master, pas pour faire plaisir à ceux qui me critiquaient. Oui, en journalisme, mais pour moi-même, parce que j'ai senti le besoin d'apprendre. Et aujourd'hui, voilà, je suis fière de mon parcours. Bien sûr. Et puis, Isaïe Biton Coulibaly, c'est un triptyque. Hein. C'est d'abord Dieu, c'est le pouvoir, c'est la femme. Pourquoi, selon vous? Chacune de ces œuvres parle de ces trois notions. Mais j'ai cru comprendre dans le personnage l'individu qui était obsédé par la condition de la femme, la condition faite à la femme. Bien sûr, vous l'avez dit. Et il me semble qu'il a écrit pour défendre cette condition-là. Dieu entrait là-dedans parce qu'il a compris que la femme est très proche de Dieu. Mais qu'elle était engluée dans les travers, les tracas quotidiens que les mâles
lui font subir. Et pour ajouter à ce que vous dites, la plupart des couvertures de ses œuvres étaient illustrées par des femmes, de très belles femmes. Là, c'est un phénomène de marketing qu'il a compris. Parce qu'il a compris que ce sont des couvertures qui plaisent. Quand vous mettez la photo d'une belle femme avec des coloris, etc. Il y a peut-être ça, mais moi je pense plutôt que c'est le contenu. Parce qu'il y a des œuvres qu'on aime bien qui ne sont pas forcément... Non, mais le contenu, on le voit quand on a fini de voir la première de couverture. Mais en même temps, Bitton, déjà, il avait une signature, il avait un nom. Donc, je veux dire, même si ce n'était pas la couverture, on sait déjà, on connaît la plupart des trames de Bitton. On sait qu'il parle de la femme, on sait qu'il défend les femmes. C'était l'avocat des femmes. Donc, je pense que c'est vraiment le contenu. Quand on connaît le style, on connaissait bien le style de Bitton. Et donc, il n'avait même pas besoin de faire de la pub lorsqu'il sort une œuvre que déjà... Tout de suite, ça part. Voilà, Quoique, il était peut-être stratège aussi en marketing, pas qu'écrivain, comme vous le dites. C'est ce que je veux ajouter en plus, parce que c'est vrai que le contenu importe. Oui. Et d'ailleurs, le nom de l'auteur suffit à lui seul déjà pour vous attirer. Mais il n'empêche qu'il mettait l'accent sur les premières de couverture qui étaient choisies avec beaucoup de soin. Les photos, etc. D'accord. Et vous, on vous reconnaît par quoi? C'est quoi votre identité? Ernest de Saint-Sauveur? Moi, peut-être qu'il faudrait laisser mes lecteurs dire en quoi ils me reconnaissent. Mais moi, principalement, mes thèmes tournent autour de la politique, des problèmes de la société, de l'ancrage de la relation de l'homme avec son créateur, avec Dieu, et puis des problèmes tels que le panafricanisme. En fait, les problèmes d'essence qui font que l'être humain cherche sa posture, sa position, son bien-être sur Terre. Sur Terre. Et vous, Anzata? Alors moi, j'ai commencé déjà par écrire les témoignages, donc les faits divers, faits vécus surtout, parce que je suis plus attirée par les histoires réalistes. Je ne suis pas vraiment dans la fiction. Donc c'est ce qui a vraiment accroché mon public, parce que les histoires que je raconte ne sont jamais loin. C'est ce qu'on vit au quotidien. Et je pense que c'est ce qui a fait le succès des Coups de la vie. C'est vrai qu'après, j'ai écrit d'autres romans, mais bon, c'est toujours dans le style réaliste. Et on parle de succès. Le premier grand succès d'Isaïe Bitton, c'était donc en 1987 avec Ah les femmes. Pourquoi, selon vous, Ah les femmes? Moi, ce que j'ai appris, parce que j'ai écouté une de ses interviews où il disait que l'éditeur n'était pas d'accord avec le titre Ah les femmes. Il a imposé ce titre-là. Parce que bon, il trouvait que Ah les femmes, peut-être, que ce n'était pas du français et tout, mais en même temps, c'est ce qui a fait vendre. Parce que dit comme ça attire. Et il est resté très proche. Je crois que c'est quelqu'un qui est assez sincère dans ses écrits. Et voilà, pour ça, on a ça en commun. Parce que moi, quand j'écris, je ne triche pas. Parce que moi, déjà, des personnes se confient à moi. Donc, quand j'écris, je ne triche pas. Je veux dire, les premières paroles, je les garde. Parce que je me dis, c'est ce qui touche le public. Donc, les femmes, on sait que c'est quelqu'un qui décrit... Elles sont compliquées, voilà. C'est ce que ça veut dire? Peut-être. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a envie de percer le mystère. Et donc, il a su toucher le lectorat avec ses titres, quand même. Il avait des titres qui accrochaient aussi. Ah, les femmes, il me semble que c'est le cri du cœur d'un homme. Oui. Vis-à-vis blessé peut-être, oui, le chagrin, qui vit le chagrin. Oui, vis-à-vis des coups bas des femmes. Des coups bas des femmes. Elles en font beaucoup. Elles en font beaucoup. Oui, mais on reçoit des coups partout, hein, aussi bien les femmes que les hommes. Il a écrit à les hommes, peut-être pour contenter un peu. Il a voulu jouer un peu les équilibristes, peut-être. Voilà. Depuis la nuit des temps, il y a toujours une... La preuve, ça lui a pris 4 ans pour sortir à les hommes, donc il n'y en avait pas beaucoup. Ah non, c'est pas ça. En tout cas, l'homme et la femme sont un attelage qui cherche toujours l'harmonie, l'entente et la compréhension mutuelle.
Et ça passe par des difficultés, des crises ici et là. Mais il arrivait à bien décrire les scènes entre les couples, en tout cas. Il défendait bien les femmes, mais au-delà, c'était un conseiller aussi. Parce qu'il avait des romans où, lorsqu'on les lisait, on avait vraiment envie de vivre une vie de couple. Il y avait des solutions. Oui, des solutions. Il tenait aussi une rubrique. Oui, savoir aimer. Oui, savoir aimer. Il tenait la rubrique justement Savoir aimer, qui est sortie en roman, en recueil de nouvelles. Où il se jouait les conseillers conjugaux. Oui, et puis je crois qu'il y a un autre. Il a un autre livre, Le lit est tout le mariage. Le lit est tout le mariage. Oui. Alors dans celui-là aussi, je pense qu'il nous donnait des solutions. Qu'est-ce qu'il veut dire dans Le lit est tout le mariage? Ah, mais la solution de bien tenir un foyer, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est de savoir dresser le lit. Non, pas dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là, mais je veux dire, toi, tu me poses la question au premier degré, mais bon, il y a d'autres petits secrets pour pouvoir maintenir. Je vais comprendre pour tous les autres lecteurs qui ne l'ont pas encore lu, pour que ça les incite peut-être à aller chercher. Foi Ernest, elle a du mal à répondre. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire dans le livre? Je n'ai pas lu ce livre-là, mais je suppose qu'il y a un premier, il y a un second degré de lecture qu'il faut avoir. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive, vous, entre vous, écrivains, de vous lire quand même? Bien sûr. Bien sûr. Anzata en a lu quelques-unes des œuvres de Ernest de Saint-Sauveur? Oui. Je suis allée à une de ses dédicaces. Je ne me souviens pas parce que moi, mon gros problème, c'est que j'écris tellement. Quand je lis les livres, je ne les retiens pas forcément. J'ai déjà lu une de ses œuvres lorsque je suis allée. Au matin orphelin. Oui, c'est ça. Le matin orphelin. Oui. D'accord. Au district. Oui, au district. Et Foi Ernest lit Les coups de la vie ou d'autres œuvres de... Je lis Les coups de la vie. Tout à l'heure, avant le plateau, nous en parlions. Oui. Parce que ça a été mis en film maintenant. D'accord. Quand on est si bon romancier, si bon écrivain, d'où on tire son génie en général? Quand on est si bon comme Foi Ernest, comme Anzata, comme Isaïe Bitton. Mais de ce que l'on observe, de ce que l'on vit, de ce que l'on voit autour de soi, de ses réflexions personnelles, des résultats de son observation, des analyses que l'on fait de la marche des individus, de la société, etc. Des témoignages qu'on entend. C'est tout ça qui fait l'inspiration. La lecture peut y être pour quelque chose? Oui, forcément. Parce que quand on lit, c'est sûr qu'on voit ce que les autres font. Et voilà, ça nous permet d'être cultivés. Et puis bon, à notre tour, de vouloir partager quelque chose avec le public. Moi, en tout cas, je tire mon inspiration du quotidien. Voilà, des personnes que je vois tout le temps, ceux avec qui je discute tout le temps. Et puis, moi, j'ai commencé avec Les coups de la vie, où les gens me confiaient des expériences de vie que je relatais. Donc, je peux dire que mon inspiration, c'est les confidences des autres. En tout cas, Isaïe Bitton Coulibaly, lui, avait le goût de la lecture, le goût de la grande lecture. Il nous exhorte même à l'inculquer à notre progéniture. On va l'écouter. À travers des exemples. Moi, mon parrain aimait beaucoup les livres. Chez lui, il y avait déjà une grande bibliothèque dans les années 50, déjà à Treichville. Et ça m'a marqué. Et quand je suis rentré à l'école, comme c'était à Saint-Jean-Bosco, on a eu une grande expérience de pédagogues bien avertis, de prêtres, ainsi de suite. On lisait beaucoup les petits journaux là. Il faut les avoir absolument. À l'époque, là-bas, c'était Kizito. Aujourd'hui, ils avaient connu quoi pour un moment là. Je ne sais pas si ça existe toujours. Et donc, ce sont des tests qu'il faut absolument aux enfants. Et il ne faut pas penser que parce qu'ils sont petits, ils ne vont pas lire les journaux, tout ça. Il faut aussi ajouter des journaux. Il y a plusieurs rubriques dans les journaux. Moi, quand j'étais au CM2, déjà, je lisais Jeune Afrique. Et je n'ai pas cessé jusqu'à aujourd'hui. Et ça me donne une ouverture. Et c'est ce qui va faire que tu vas trancher par rapport aux autres. Parce que vous apprenez tous la géographie, les sciences, les mathématiques et tout. Mais ce que tu vas faire au milieu de cela, c'est ça qui va faire la différence. La lecture, c'est une question de temps. Il faut se dire, bon, moins de midi à midi et demi, je ne fais que lire. Voilà.
puis le reste, tu fais des choses. Parce qu'en 30 minutes par jour, ça suffit. Si tu vois les pays africains ne marchent pas, c'est parce que nous sommes partis de la société de l'oralité à la société de l'image en sautant les siècles qui ont fait les nations. C'est-à-dire le livre, la lecture, ça n'a pas existé. C'est ce fossé-là que l'Afrique n'arrive pas à combler jusqu'aujourd'hui. La lecture, cela peut donc aussi être le secret de ce doigté magique, cette main qui ne produisait que des chefs-d'œuvre. Je crois que si on veut schématiser et trouver la voie pour laquelle Isaïe Bitton Coulibaly s'est incarné dans cette ère de Côte d'Ivoire, c'est pour aider à la promotion de la lecture. Ça a été son combat de façon constante. Ça a été son combat. Il vient de le dire, on l'a entendu. Nous sommes une société de l'oralité. Comment amener les gens à lire? Parce que le développement, la liberté, la créativité est dans la productivité est dans la lecture. Et donc, il a joué bellement sa partition dans ce registre-là. Ça, c'est d'un. De deux, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour, d'aucuns disent, démocratiser l'écriture. Il a beaucoup participé à l'éclosion de jeunes talents. C'était le seul dans notre espace à avoir un fan club. Et il y en a même en dehors de la Côte d'Ivoire. En dehors de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Le fan club Isaïe Bitton Coulibaly. Oui. C'était remarquable, une association de gens, de jeunes filles, de jeunes qui se reconnaissent en lui. Qui se reconnaissent en lui. Il a révolutionné le secteur. Il a révolutionné le secteur. Mais il a fait naître beaucoup de vocations. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, il y a Anzata est de ce moule-là, mais il y a beaucoup, Constance Mariam Komara, il y a Fatim Za Kamara, Fatim Kaba qui sont dans ce registre-là, il y a Kone Fibla, beaucoup d'auteurs, Boris Anselme Takwe, beaucoup de gens comme ça qui se reconnaissent de son écurie, et ça c'est important. Je crois qu'il y a eu une transmission, il y a eu une volonté de transmettre, et ça, on peut le créditer. Et Anzata le disait, c'est un champion des romans à l'eau de rose. Oui. Et il en avait écrit, je crois, 2, 3, 4, je ne sais plus. Mais je me souviens de Sugar Daddy. Oui, Adoras. Adoras, Sugar Daddy. Donc, une jeune fille aime un tonton. Ou alors, tu seras mon épouse, etc. Vous aussi, vous écrivez à l'eau de rose? Non, moi pas vraiment, parce que comme je le disais, moi mes histoires sont assez réalistes. Sur du réel. Oui, donc c'est vrai qu'il y a des histoires qui finissent bien et il y en a d'autres. Voilà, mais bon, je veux dire, je ne triche pas vraiment. Voilà, c'est pas des happy end forcément. Voilà. Et vous, à l'eau de rose, ça vous intéresse pas? Non, quand je parle d'amour, c'est toujours avec un horizon d'universalité, de fusion entre les gens, quel que soit le genre. Oh, d'accord. On va parler des récompenses d'Isaïe. Son écriture était critiquée, on l'a dit, par certains écrivains, pas par l'association, vous l'avez précisé. Mais les lauriers, pourtant, il en a récolté énormément. On se souvient par exemple du prix Nyonda. Oui. Oui. Du prix Yambo qu'il a reçu avec Merci l'artiste. Une œuvre que j'adore. J'en adore plusieurs d'ailleurs. J'adore plusieurs de ses œuvres, notamment, on va dire, Mon mari est un chauffeur de taxi. Je l'adore. Le sang aussi. Le sang, la puissance, et puis l'amour, puis encore. Et pourtant, elle pleurait. Bon, on dira que je les aime. La bête noire. On dira que je les aime toutes. Revenons au prix reçu par Isaïe Bitton. Je disais donc le prix Nyonda pour Merci l'artiste, le prix ivoirien des lettres également avec Puissance des lettres, ça c'était en 2005. Oui, il a reçu beaucoup d'autres prix, les prix meilleure vente de la librairie de France pendant près de 5 années. Je pense que vous aussi, vous l'obteniez avec lui par alternance. Dans le tome 3. La seule qui a pu le courser dans ce registre-là, c'est Anzata. Oui, dans le top 3, il y avait toujours Bitton, Anzata.
pendant les 5 années. Et pourtant, ce sont les deux écrivains qui étaient un peu hors nous gamme. sommes contestés, mais bon. Oui, mais bon, en on fait, a un public qui est là. le phénomène, hein, parce que l'écriture, c'est une œuvre qu'on donne à un public. Et le public est composite. Oui. Il y a le petit public, le public populaire, mais il y a également les intellectuels, les universitaires, les académiciens. Qui sont quand même aussi friands hein, des histoires que racontent. Oui, mais c'est pour ça que l'œuvre de Bitton a fait l'objet de thèses, enfin de mémoires de thèse à l'université, d'études, etc. Définitivement, c'est un maître. Oui. Oui, dans le registre qui était le sien, on peut le dire. J'ai entendu dire que il avait régné sur la librairie ivoirienne, pour ne pas dire qu'il avait régné sur la littérature ivoirienne, parce que on a estimé que c'est quelqu'un qui faisait beaucoup vendre, mais dont le contenu littéraire n'était pas à la hauteur. Mais il faut à la hauteur voir, de quoi? Quelle hauteur? Justement, à la hauteur des normes qu'on attache aux belles lettres, aux phrases bien tournées. Ça, parce que les lettres font l'objet d'études. Voilà, il y a des canons, il y a des schémas, il y a des études pour lesquelles des gens font des doctorats, ils font des maîtrises, etc. Maintenant, cela se pose ou se met en concurrence avec le parler du peuple, le parler populaire. Or, le peuple, ce n'est pas l'élite intellectuelle. Il faut admettre que les deux puissent exister, se côtoyer, et puis ça fait l'objet de ce que Bitton a écrit et de ce que nous disons aujourd'hui pour démontrer que aussi bien le registre populaire que le registre intellectuel, les deux ont leur place et leur importance. Bien sûr. Et lui, ses œuvres faisaient l'objet de thèses, il vendait, il faisait plaisir à un public énorme, il avait des fan clubs à droite et à gauche. Et donc, et pourtant, elle pleurait. Il a reçu un prix, le prix Yangbo Ouellegum en 2008. Je vous l'assure, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, cette œuvre, elle est magnifique. On va regarder cet élément vidéo. Ce sont les Ivoiriens qui s'expriment. Qu'est-ce qu'ils pensent d'Isaïe Bitton Coulibaly? L'écrivain Isaïe Bitton Coulibaly, il a été l'un des monuments vraiment de la littérature en Côte d'Ivoire. Il a éduqué à travers ses œuvres. Il a donné assez de conseils aux gens, aux femmes comme aux hommes. Vraiment, c'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Isaïe Bitton Coulibaly, je n'ai pas lu son roman, mais j'ai entendu parler de lui. Alors vraiment, c'est comme nous avons perdu un grand. Mon souhait est qu'on ait des remplaçants. C'est vraiment triste, comme on le dit. C'est un très grand écrivain qui nous a quittés. Il a vraiment écrit beaucoup d'œuvres qui nous ont fait plaisir. On a pris plaisir à le lire et on espère que son âme va reposer en paix. Nous souhaitons que la jeune génération puisse s'intéresser à la lecture parce qu'il y a du dédain pour la lecture maintenant. C'est une grosse perte, vraiment pour le milieu littéraire ivoirien. Il a fait beaucoup d'œuvres. Bon, c'est dommage. La Côte d'Ivoire a perdu un grand écrivain, vraiment, parce que j'ai lu ses œuvres. Il écrit bien et vraiment il donne des conseils à travers ses œuvres, surtout aux femmes. Je conseille aux autres écrivains de vraiment de suivre ce qu'il a fait, de continuer. Sa mort nous a vraiment choqués. Et il a écrit plein de romans que nous avons lus, qui nous a procuré beaucoup de bien. C'est un écrivain qui a vraiment épaté la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, étant en terminale, nous avons étudié ses œuvres, mais vraiment, compte tenu de sa mort, vraiment, c'est alarmant. Je pense que les autres écrivains vraiment, qui sont là, vraiment, nous prions vraiment le bon Dieu pour que Dieu puisse leur donner la santé et vraiment de nous faire toujours le plaisir de pouvoir nous épater par les œuvres.
On se souvient de la légende de Sadio et du destin de Bakary, 2 œuvres donc qui étaient introduites dans les cours à l'école donc ivoirienne. Aujourd'hui qu'il est parti à jamais, je rappelle que les propos des Ivoiriens ont été recueillis par Ahmed Traoré. Merci à vous, Ahmed. Aujourd'hui que Isaïe Bitton est parti, qu'est-ce que vous retenez de l'homme, Frère Ernest? Je veux retenir d'abord le père, parce qu'on oublie que c'est un père qui est parti père de 3 enfants. Pour ses enfants, c'est un mari qui est parti pour son épouse, c'est un ami, c'est un voisin, c'est un compagnon, c'est un collègue, c'est un frère, un parent qui est parti. Et ça, c'est une dimension importante. La seconde dimension, c'est le combat de sa vie. Il a dit, nous venons d'une civilisation de l'oralité, il faut que nous allons à la conquête de la civilisation de l'écrit. Il a joué sa partition de belle façon, hein, avec son combat pour la lecture, mais pas seulement pour la lecture, mais pour l'écriture. Et il a fait naître énormément de vocations. Ceux qui se réclament de sa parenté littéraire, ne doivent pas se noyer dans l'émotion. À eux maintenant d'être dignes de ce que Bitton a porté comme semence, comme volonté d'émerger par l'écriture. À eux d'aller au-delà de ce que on peut dire et de ce qu'on a dit de Bitton pour montrer qu'il était dans le vrai, hein, prêchant le combat pour l'écriture, mais aussi le combat pour la libération à travers le livre. Et ça, c'est à eux de jouer leur partition maintenant. Il le disait même, la littérature populaire, il y a tout ce qu'il y a de vrai, c'est dans cette littérature-là. Et Anzata, vous êtes considérée un petit peu comme son héritière, hein? Vous faites fi également de certaines règles que déplorent. Oui, effectivement, beaucoup trouvaient que nos écrits se ressemblaient. Mais moi, c'était une fierté pour moi parce que j'aimais bien ce qu'il faisait. Et c'était un modèle. La preuve, il a même préfacé le tome 1 des Coups de la vie. Parce que je voyais en lui vraiment quelqu'un qui avait un parcours exemplaire. Et donc, aujourd'hui, il est parti. C'est une grosse perte. Mais en même temps, il a suscité beaucoup de vocations, comme le disait le président. Et on va essayer de faire comme lui. C'est ce que je peux dire. On va essayer de faire comme lui. Mais en même temps, c'est l'occasion pour moi de présenter mes condoléances à sa famille biologique et aussi à sa famille artistique parce qu'il n'a pas vécu pour rien. Et à nos autres lecteurs, il n'a pas fans vécu pour des rien. écrits de Isaïe. Voilà, il a laissé des œuvres à la postérité. Et donc, comme on le dit, un artiste ne meurt pas. Et Bitton ne mourra pas parce qu'il a laissé une trentaine d'œuvres qui vont encore rester longtemps dans la mémoire collective. Vous parliez de règles dont vous faisiez fi. Et pourtant, quand j'ai lu Altiné, mon unique péché, j'y retrouvais toutes les règles, non? Bon, en fait, moi, j'ai pour habitude de dire que les règles, ce sont les hommes qui les font. Hein. Donc, pour nous, nous sommes des artistes. Au-delà de tout ce qu'on dit, nous sommes des artistes. Et donc, un artiste n'a pas de limite. Et on s'exprime. Voilà, on est des artistes et on s'exprime. Et donc, moi, je ne triche pas avec ma façon de m'exprimer. Et donc, je pense que Bitton, c'est pareil. Et donc, on peut critiquer, mais en même temps, chacun a son public. On peut aimer comme ne pas aimer. Tout à fait. Et vous le disiez, vous vous inspirez de faits réels parce que Altiné, justement, c'est le nom d'une amie de classe, Marie Altiné, que vous avez utilisé dans votre œuvre, l'héroïne donc de votre œuvre. Vous venez de recevoir une médaille. Oui. Au dernier FESPACO, là, vous avez été faite chevalier de l'ordre chevalier de l'ordre du mérite, des arts, des lettres et de la communication avec agrafe cinématographique. Et c'est cette médaille-là que vous arborez fièrement ce soir. Félicitations en tout cas. Quoi qu'on peut vous critiquer, mais vous continuez de glaner des prix. Les prix, ça vous connaît. Vous aussi, d'ailleurs, Foi Ernest. Oui, moi, j'ai reçu... il y a 2 ans, je crois, le 3e prix d'excellence en littérature au niveau national. Et je viens de recevoir, il y a juste peut-être 2 semaines, le prix d'honneur du MILA, le Meeting international
du livre et des arts associés. Oui, et puis on vous reconnaît par vos écrits, Les coups de la vie. Ça, c'est une œuvre qui a dépassé le cadre du livre, tout simplement, et qui est passée à la télévision. Qu'est-ce que ça nous fait quand on a un tel succès, quand nos œuvres sont reprises à un tel point? Je pense que c'est l'aboutissement, hein. Ça fait plaisir. Et il faut le rappeler, Isaïe Bitton Coulibaly également a vu ses œuvres passer à la télévision. Oui, il y en a eu La deux. Bête Noire. Et puis Christine. Il y a eu 2 romans qui ont été adaptés à l'écran. Adaptés à l'écran. Comment on se sent quand on est... Forcément, on est fiers, hein, on est content parce que c'est vrai que on a envie de partager quelque chose avec nos lecteurs. Mais au-delà, il y a des gens qui ne savent pas forcément lire. Donc, quand c'est adapté à la télé, il y a un autre public. Et ça emmène d'autres personnes aussi à vouloir découvrir l'œuvre. Donc, ça fait toujours plaisir de voir. Ça élargit notre champ de lecteurs, si je peux dire comme ça. Quand on est un écrivain de renom comme vous, comme Foi Ernest, comme Anzata, comme Isaïe Bitton Coulibaly, est-ce qu'on pense à former les jeunes? Est-ce qu'il y a, par exemple, une école Foi Ernest? Il n'y en a pas, hélas, mais je ne cracherai pas là-dessus. Moi, j'aurais bien aimé avoir des disciples. Pas pour des gens qui ambitionneraient d'écrire comme moi, mais qui prendraient fait et cause pour les messages que je véhicule dans mes écrits. Parce que ce sont des messages que d'aucuns disent à visée prophétique, c'est-à-dire qui annonce l'espérance aux hommes. Et ça, j'aimerais bien avoir je ne dis pas un fan club, mais en fait des gens qui se reconnaissent dans ce que je fais. Ce serait pas mal un fan club en même temps. Qui poursuivraient l'œuvre. Cette thématique-là. D'accord, mais ce serait pas mal un fan club en même temps. Non, laissons ça... Laissons-en la paternité, les honneurs et tout à Bitton. Il a fait œuvre utile dans ce registre-là. D'accord. Quand on écrit tout le temps, quand on est auteur d'autant d'œuvres comme vous, comme Isaïe Bitton, est-ce qu'on a le temps de faire autre chose? Oui, bien sûr. Une autre activité? Vous pensez qu'Isaïe Bitton était occupé à autre chose? Non, lui, il était vraiment consacré à ça. C'est vrai qu'il était dans une maison d'édition où il exerçait. Il a travaillé longtemps. Il a été chroniqueur aussi. Oui. Amina, Go Magazine. Voilà. Mais tout ça, c'est toujours dans le même registre. Moi, je suis à la retraite, donc j'ai le temps de l'écrire. Vous avez même une résidence d'écriture? Oui, j'ai pris une résidence d'écriture à Jacquesville. Où vous êtes retiré rien que pour écrire, loin de tout, loin de tous. Loin de l'agitation d'Abidjan, la grande capitale, loin de tous les bruits, loin de la famille. Je suis tranquille pour écrire. D'ailleurs, ça m'a valu en une année de sortir 3 œuvres. 3 œuvres que j'ai proposées récemment au public. Nous sommes tous des Samba Diallo. Oui, c'est ça. Ça, c'est la continuité de l'aventure ambiguë, on va dire. Tout à fait. Pour donner une suite philosophique à l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, parce qu'il me semble que cette œuvre est une œuvre intemporelle qui nous interpelle et toujours, à laquelle nous devons donner une réponse. La Grande Royale dit il faut que Samba Diallo aille à l'école du Blanc pour apprendre comment il a pu nous vaincre sans avoir raison. Et cette thématique s'applique à nous, à toutes les générations d'Africains qui ont eu connaissance avec l'école. Et aujourd'hui, il faut que nous fassions le bilan. Ouais. Qu'avons-nous fait de cette mission de la Garde royale? Et le bilan, on peut le découvrir dans cette œuvre. Dans cette œuvre. Et vous avez écrit aussi « Dieu n'est pas notre parent ». Ça, c'est... Parler un peu de religion. Un peu de religion pour rappeler aux hommes le devoir qu'ils doivent envers le Créateur. Ils attendent tous des faveurs. Ils croient que la vie se résume uniquement au matérialisme, à l'acquisition de biens matériels, mais ils oublient le devoir qu'ils doivent au Créateur. Et ça, je voudrais le leur rappeler. Et le tout dernier roman, la toute dernière œuvre, c'est Profession, Grilleur d'Arachide. Grilleur d'Arachide. Procession, 2 points. Profession, 2 points, Grilleur d'Arachide. Pour interpeller les politiques sur
sur leurs promesses, sur leurs devoirs, sur leur gestion de la res publica, de la chose publique. D'accord. Et là, ce sont ces 3 œuvres-là qui parlent de politique, de religion et de panafricanisme. Vos perspectives en Zatawatara. Vous êtes en train d'écrire? Je viens de sortir une œuvre, le tome 7 des coups de la vie. Donc, en ce moment, je prépare une tournée à l'intérieur du pays. Parce que bon, on passe toute l'année à faire des activités autour du livre, mais à Abidjan. Et donc, chaque année, entre novembre et décembre, je fais le tour de quelques villes de la Côte d'Ivoire où je fais la promotion de la littérature à travers les œuvres, histoire d'être un peu plus proche du public de l'intérieur du pays. Et donc, je m'apprête à faire ça. Et puis bon, l'année prochaine, on va envisager de faire sortir une autre œuvre littéraire. Une autre œuvre, ça sort tous les ans. Et on va le dire, cette dernière question, je la pose à vous deux. La littérature, l'écriture, pardon, est-ce qu'elle nourrit son homme? On dirait que non, j'avais eu du mal à le sortir. Oui, hélas non. Enfin, disons pas encore. Parce que ou pas pour tout le monde. Elle passe à la télévision désormais. Hein. Ça nourrit son homme? Moi, je vis de ça. De ça. Bon, comme beaucoup d'autres, mais ils vivent peut-être pas comme ils le souhaiteraient. Oui, c'est pour ça que je dis pas encore, pour laisser la place à l'espérance, parce que bon, on a envie, et ce serait bien que ce soit le cas pour tout le monde. Pas que les gens laissent leurs activités principales de médecins, d'enseignants, etc., pour faire littérature seulement, mais que en faisant l'un et l'autre, ils puissent vraiment gagner honorablement leur vie. En tout cas, ce sera dommage qu'elle ne vous nourrisse pas parce que vous le méritez bien. Vous le méritez bien. Vous le méritez bien. Et ce sera bien dommage pour tout le bonheur, en tout cas, que vous nous procurez à travers vos écrits. La lecture de vos œuvres nourrit notre âme. Merci en tout cas à vous tous, à tous vos collègues, tous vos écrivains qui nous rendent la vie agréable. Je pense entre autres à Serge Billet, à Seri Bailly, Yacouba Konaté, Maurice Bandama, Mariela Kouakou, Jean-Stéphane Leba, Tiburce Kofi, Fatou Keïta et tous les autres à travers cette émission Hommage à Coulibaly. C'est une pensée spéciale pour tous ces écrivains formidables qui nous ont précédés dans l'autre monde. Je pense notamment à Jean-Marie Adiafi, Regina Yaou, Bernard Dadier, Bernard Zadizaourou, Amadou Kourouma. Merci. Vos écrits accompagneront nos vies à jamais. Vous avez composé nos bibliothèques, ce qui est un art qui tient de l'architecture. Alexandre Jardin disait que notre monde manque plus de grands lecteurs que de grands écrivains. Et je crois qu'il a raison. Faisons donc lire, lisons nous-mêmes. Il y a par exemple « Dieu n'est pas notre parent » de Foi Ernest de Saint-Sauveur que je vous conseille vivement, ou « Attilé, mon unique péché dans Zatawatara ». Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Côté Isaïe Biton Coulibaly, je vous exhorte à lire « Domestique du président », que Dieu protège les femmes et pourtant elles pleuraient. Encore les femmes, le lit est tout le mariage. Merci Isaïe Biton Coulibaly. Merci l'artiste.